Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là encore une fois à tous ceux et celles qui ont pris le temps de de s'abonner sur YouTube, Instagram et Twitter. Merci beaucoup. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, je sais pas c'est quoi que vous entendez. Allez vous abonner. Puis en plus, on vient de créer cette semaine une page Facebook parce qu'on sait que la plupart de nos amis puis nos contacts sont sur Facebook. Donc, pour mieux vous accommoder, on a créé aussi une page Facebook. Évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Allez nous suivre, nous abonner, vous abonner là-dessus aussi. Salim, ça va bien? Oui, super. Et toi? La page Facebook a explosé. Est-ce que tu as été surpris? Oui et non. Écoute, sérieusement, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit des messages textes. Je sais que toi aussi, il y a des gens qui t'ont écrit. Franchement, des messages super, super le fun, etc., super encourageants. Ouais. Donc, ça veut dire que le format plaît. C'est sûr qu'on essaye de l'adapter aussi un petit peu, puis de nous améliorer au fil du temps, mais c'est super encourageant. Puis oui, les gens ont répondu pour la page Facebook, puis j'ai vu que ça augmentait encore. Et puis oui, alors on invite tout le monde d'aller s'abonner à la page Facebook de Politiquement parlant, mais aussi, bien sûr, on a la page Instagram et puis, bien sûr, la possibilité de s'inscrire ou tout du moins de s'abonner à Spotify, à Apple Podcast et Google Podcast. Exact. Puis, regarde, nous, c'est sûr que on continue à s'adapter. Donc, c'est pour ça que c'est important de bâtir une petite communauté de gens qui nous donnent du feedback, ce qu'ils aiment moins. Puis nous, on fait ça évidemment parce qu'on l'aime, mais on veut le faire pour plaire à vous tous. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez moins ou vous aimez plus, n'hésitez pas à envoyer-nous des messages, puis ça nous fera plaisir de répondre. Tout ça pour dire qu'on est pas mal partout maintenant. Donc, il n'y a pas d'excuse que vous aimez une plateforme plus qu'une autre. Vous savez où vous devez aller pour vous abonner et nous appuyer. Et évidemment, on l'apprécie. Cette semaine, pas trop de choses sur le radar. Il y a une relâche parlementaire à Québec, donc un petit congé pour les députés. Oui, mais ça a quand même été un lundi férié parce que ça a été une longue fin de semaine, la fin de semaine de Pâques. Et disons que les médias ont eu pas mal de choses à dire le lundi et mardi, surtout en début de semaine. Tu vois une chose... Si c'était pas congé à l'Assemblée nationale du Québec, je suis pas trop sûr si ça aurait eu tellement d'attention médiatique. On parle évidemment de ce tweet du premier ministre François Legault sur le catholicisme qui a mis le feu partout, là. Donc, on va parler un petit peu de ça. Oui, mais en fait, c'est juste un peu particulier. Hein? C'est particulier parce qu'effectivement, il y a eu le tweet, mais je pense qu'il faut tout remettre un peu en contexte. Bon, d'abord, le premier ministre a souhaité une joyeuse Pâques à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, commun. On est dans une société où il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui sont non-croyants, d'autres qui appartiennent à des religions différentes. Et tout le monde se manifeste de la bienveillance en se disant des joyeuses Pâques, des joyeux Noël, etc. Puis les gens n'ont pas besoin de célébrer ou d'appartenir à une religion pour faire ça. C'est juste de la bienveillance, c'est un moment de paix, de sérénité, etc. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Hein, mais là où ça l'a été un petit peu plus, c'est lorsque François Legault a tweeté que les racines d'une société solidaire ou de la solidarité ou de la culture de la solidarité de la société québécoise tire sa source dans le catholicisme, etc. Alors, moi, je te dis d'emblée, franchement, je pense que sur le fond, il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort parce qu'en réalité, c'est que toutes les religions, pas juste le catholicisme, donc toutes les autres branches du christianisme et puis les autres religions monothéistes et même d'autres religions, la solidarité est un aspect extrêmement important parce que c'est une valeur humaniste avant d'être une valeur spécifique à une religion.
mais c'est sûr que le tweet laissait transparaître un certain favoritisme, probablement parce que François Legault est lui-même de confession catholique ou tout du moins il s'identifie à ça, puis c'est bien correct. Moi, je suis assez libéral au sens philosophique du terme pour me dire, écoute, chacun a le droit de croire, pas croire en ce qu'il veut. Mais c'est sûr que c'est quand même le premier ministre du Québec, c'est le chef du gouvernement. Et en plus de ça, sa posture politique à lui, celle de son gouvernement, c'est de dire la laïcité. Puis attends, don't get me wrong, la laïcité, c'est très important, puis c'est important pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est important. Sauf qu'il y a des conceptions de la laïcité qui divergent. C'est la raison pour laquelle au Québec, on a ces débats-là. La laïcité, selon François Legault et son gouvernement, la réalité, c'est qu'elle s'étend au-delà de l'impartialité, de la neutralité de l'État. En réalité, c'est qu'elle va chercher même les individus, et particulièrement ceux qui représentent l'État. Mais George, qui représente mieux l'État québécois que le premier ministre du Québec lui-même? Donc moi, j'ai trouvé que c'était incohérent, paradoxal. C'était... En tout cas, j'ai pas trouvé ça très, très fin. Je pense pas que ce soit un gros problème, je veux dire, de société, mais il y a une incohérence et je pense que ça valait la peine que les médias le relèvent. Ouais, moi, comme je t'ai dit, je pense que si c'était pas une relâche à Québec, ça serait comme une manchette, puis après 1 heure, on n'en parlerait même pas. Juste pour dire que François Legault, il a retweeté un article qui a été écrit par Mathieu Bocoté où lui, il fait l'éloge du catholicisme. Dans son article, il écrit que même si depuis les dernières décennies, on a mis de côté l'Église, il faut se rappeler qu'à un moment donné dans notre histoire, l'Église a joué quand même un rôle prépondérant. Même à l'absence de l'État, l'Église a toujours été là pour nous mettre dans un chemin de valeurs correctes. Puis ça a créé une sorte de culture de solidarité. Moi, j'ai rien contre ça. Historiquement, le gars, il n'a pas tort. De dire qu'aujourd'hui, la culture de solidarité est basée sur le catholicisme, ça, je trouve que c'est pas vrai, parce que moi, j'ai fait preuve de cette culture de solidarité, puis je suis pas catholique. Même chose que toi, même chose que plein d'autres Québécois. De faire un retour en arrière à l'histoire, je suis correct avec ça, c'est vrai. Donc, M. Legault, il retweet ce tweet, puis il cite un passage de son article où il dit que effectivement, la culture de solidarité qui provient du catholicisme nous distingue partout dans le monde. Ben, en fait, sur le continent. Sur le continent. Moi, honnêtement, je suis d'accord puis pas d'accord avec toi. Je sais pas à quel point il est croyant, hein, M. Legault. Je sais pas à quel point il va à l'église, où il prie, où il fait quoi que ce soit. C'est à lui de faire ce qu'il veut, mais assumons qu'il est catholique. Il a en passant, excuse-moi de te couper, je disais pas qu'il l'était nécessairement, j'ai aucune idée. On sait pas. J'ai aucune idée. Ce que je disais, c'est que possiblement, il s'y identifie et c'est le cas de la majorité de la majorité francophone au Québec. Puis c'est bien correct. Je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Non, exact. Donc, moi, honnêtement, j'ai pas trouvé quelque chose de mal là-dedans qu'un premier ministre qui, on assume, est catholique, je pense qu'il est, qui est catholique, s'assume, puis il dit ce qu'il a dit. Il faut savoir, d'après moi, distinguer l'individu qui a ses croyances et le chef d'État d'un gouvernement qui se veut très, très, très laïque, comme tu l'as décrit. Okay? Peut-être c'est une ligne très fine. Je vois le point que tu fais que à cause qu'il a étiré un peu la laïcité, même dans des personnes qui représentent l'État, les personnes en autorité, les juges, les policiers, même les professeurs, whatever. S'il n'y a pas une figure qui représente mieux le Québec, ben oui, c'est vrai que c'est le premier ministre. Mais c'est pas comme s'il est sorti dire que le catholicisme, let's go. Non. C'était une fête religieuse. Le gars est catholique, puis il est sorti dire ce qu'il a dit.
je pense qu'on fait trop d'affaires pour rien là-dessus. Oui, mais attends. Look, et puis je comprends les oppositions qui ont été rapides à l'attaquer à cause de tout l'aspect de laïcité qu'il a imposé avec ses projets de loi. Mais honnêtement, je pense qu'on va un peu loin. En passant, tu disais que on voyait les choses un peu différemment, toi et moi. En fait, je pense pas. Moi, je pense qu'on dit à peu près la même chose, on le dit différemment, Okay. dans le sens que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis favorable à ce qu'on distingue l'État des individus. Mm-hmm. Et donc, moi, j'ai absolument, mais alors là, absolument aucun problème à ce qu'une personne du gouvernement ou qui représente le gouvernement ait une religion et l'affiche d'une certaine manière. J'ai pas de problème avec ça. Moi, là où j'ai un problème, c'est que si l'État lui-même n'est pas impartial et neutre, parce que la laïcité, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a pas de religion et ne favorise aucune religion. Mm-hmm. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'étais en train de dire tantôt, plus tôt, et puis ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que lui a une conception de la laïcité qui est quand même assez rigide, assez fermée, assez stricte. Elle est tellement stricte, en fait, que lui, contrairement à ce que toi, tu viens de dire et avec lequel je suis d'accord, mais contrairement à ça, lui, il va au-delà de la neutralité de l'État. Lui, il veut la neutralité quasiment des religions. Excuse-moi, des religions. Neutralité des individus. Mm-hmm. Moi, je me dis, pour quelqu'un qui considère que quand on représente l'État, on ne devrait pas afficher de préférence religieuse ou d'afficher sa propre religion, moi, je pense que dans le cas de ce tweet-là, il y a une incohérence. Mais c'est la neutralité des individus dans la fonction de leur job, tu comprends? Un juge qui, techniquement, selon la loi, devrait être neutre, chez lui, Absolument. ou peut-être même dans ses réseaux sociaux, c'est rare de voir des juges sur les réseaux sociaux, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais quand on est... Ah non, mais tu vois, quand on est premier ministre du Québec, ou du Canada d'ailleurs, on est premier ministre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et spécifiquement lorsque on s'adresse aux gens sur les médias sociaux. Ouais. Look, je veux dire, ça c'est un point. C'est-à-dire que oui, il y a une vie personnelle, c'est-à-dire est-ce que un premier ministre, qu'est-ce qu'il fait chez lui, comment il croit, comment il pratique sa religion ou ne la pratique pas, etc. Ça regarde que cette personne-là. Personne d'autre. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Il y a bien sûr des aspects... bien sûr que les politiciens ont droit à une vie privée, ça, c'est sûr. Mais attention, là. Là, il n'y a personne qui l'a obligé de tweeter, là. il l'a tweeté lui-même, puis de ce que j'ai compris sur les médias, il l'a tweeté lui-même. C'est même pas son équipe de communication qui l'a tweeté, là, tu sais. Disons que ça aurait été peut-être mieux qu'il laisse juste son tweet de Joyeuse Pâques. Exactement, voilà. Mais honnêtement, tout ce qu'il a fait, au moins de mon point de vue, il a retweeté un article qui fait un peu un parcours de l'importance que le catholicisme a joué dans l'histoire du Québec. Je c'est comprends. tout ce qu'il a fait. Le problème, moi, que j'ai, c'est que ça donne une allusion du présent. Puis là, je suis pas en accord. Ça donne... Alors, ça, c'est un très bon point. Ça donne une allusion au présent, effectivement. Et lui, il est le premier ministre en ce moment. Et il est le premier ministre de tous les Québécois, y compris ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de religion, qui refusent d'en avoir ou qui n'ont aucune croyance. Et aussi ceux qui sont chrétiens mais pas catholiques, et ceux qui ne sont pas du tout chrétiens et donc appartiennent à d'autres religions. Et à partir de ce moment-là, oui, il y a quelque chose qui est un petit peu plate parce que ça laisse quasiment entendre que, si t'es pas catholique, t'appartiens pas trop à cette culture-là de la solidarité québécoise. Exact. Puis c'est faux. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Ça, c'est dommage. Mais en plus de ça, lui, voyant qu'il y avait beaucoup de gens sur Twitter qui lui répondaient pour lui dire que ça n'avait pas d'allure, ce qu'il disait, etc., il en a rajouté un autre tweet. Ouais. Dans cet autre tweet, il dit « il faut distinguer la laïcité du patrimoine. » OK, donc quand c'est le catholicisme, c'est le patrimoine, mais quand c'est les autres religions,
de la chrétienté ou d'autres religions monothéistes ou autres religions encore, là, c'est plus du patrimoine. Alors à la limite, c'est-à-dire du Québec. On ne peut pas négliger le fait que le catholicisme a joué un rôle beaucoup plus important que les autres religions au Québec. Bien sûr, mais il reste que toutes ces synagogues-là qui ont 150 ans d'histoire à Montréal, c'est des Québécois qui ont été là, qui ont participé à la société, qui ont aussi manifesté leurs valeurs de solidarité, etc., qui est venu peut-être enrichir cette culture de solidarité québécoise dont il parle. Certainement, mais il y a ça, puis je vais juste aussi aller un peu plus loin. Le patrimoine du Québec, il ne s'est pas arrêté avec la fin de la Révolution tranquille à la fin des années 60. Là. Le patrimoine du Québec, il est en cours de route. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, ça dit quasiment que mais si tu es anglican, si tu es protestant, si tu es juif, si tu es musulman, si tu es sikh, si tu appartiens à une autre religion, ben, tu peux pas participer à ce patrimoine-là. Tu peux pas, c'est-à-dire ta culture, tes valeurs, aussi bonnes soient-elles, peuvent pas contribuer encore à la création de ce patrimoine. C'est là où j'avais un peu de mal. Je sais pas si c'est valide, parce que moi, je suis sûr et certain pour les synagogues auxquelles tu te réfères, certainement, il y en a quelques-unes qui font partie du patrimoine. Moi, je sais qu'il y a des églises orthodoxes grecques, par exemple, qui ont été reconnues, qui ont eu un statut de patrimoine, par exemple. Donc, il y a une reconnaissance. Je ne sais pas combien, évidemment, devant les églises catholiques, puis on va pas jouer là-dedans, c'est sûr, tu sais, au cours de l'histoire de la Nouvelle-France puis du Québec, le catholicisme était là bien avant le reste. Mais bien sûr. Et tous les Québécois, tous les Québécois doivent être contents de ça. Puis juste pour toucher ce que tu disais tantôt, que oui, ça continue, puis je pense qu'il y a d'autres institutions religieuses qui ont été reconnues, qui font partie du patrimoine québécois. Je ne sais pas combien il y en a, mais je sais au moins, pour les églises orthodoxes grecques, il y en a. Certainement, il doit en avoir pour les synagogues, pour les mosquées. Je ne sais pas si c'est le cas, mais de toute façon, on ne peut pas comparer, évidemment. Je comprends le point là, que tu fais, puis c'est très important que le premier ministre puisse se distinguer. Mais je pense que, franchement, it's too much for nothing. Alors, regarde, il y a un truc sur lequel on va certainement s'entendre. Il n'y avait aucune malveillance de la part du premier ministre. Ouais. Aucune. Moi, je pense que c'est une maladresse d'une part, une incohérence politique d'autre part. Quand je dis incohérence, mais regarde, je me mets à la place de tous ces Québécois, en fait, de tous les Québécois, d'une certaine manière, à qui on a dit, avec la loi 21, par exemple, qu'elle vient renforcer la laïcité au Québec, qu'elle vient l'encadrer, etc. Et les arguments, c'est l'État n'a pas de religion, les représentants de l'État ne devraient pas afficher leur religion ou leur préférence ou ceci ou cela, etc. Là. L'esprit, je sais qu'on parle là des fonctionnaires en position d'autorité et les professeurs d'école, mais il reste que l'esprit était là. L'esprit, c'est, gardez votre religion chez vous à la maison, puis quand vous travaillez pour l'État ou que vous représentez l'État. Mais, tu sais, il y a des gens qui étaient bien sûr d'accord avec ça, mais il y en a certains qui vont se dire, ouais, mais alors, si je suis d'accord avec ça, comment ça se fait que le premier ministre lui-même, il sort pour dire ce genre de choses? Ouais. Il y a des gens qui vont se poser la question. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas catholiques qui pourraient se poser la question, est-ce qu'ils sont bien représentés? Mais c'est ça que je te dis, que la ligne est très fine, parce que si le gars est catholique, là, tu peux pas lui dire, regarde, le temps que tu es premier ministre, tu te la fermes. Évidemment. Mais c'est sûr que je ne sais pas à quel point il est pratiquant non plus. Mais c'est évident. Mais je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, c'est l'un des arguments des personnes qui sont contre la loi 21, dont je suis. C'est-à-dire que c'est pas vrai quand tu enlèves ton vêtement religieux que tu n'as plus ta foi. Tu sais, quand on demande à un monsieur qui va dans une école d'enlever sa kippa pour aller donner son cours de mathématiques, c'est pas parce qu'il a enlevé sa kippa qu'il a arrêté d'être juif. La même chose pour la madame qui porte le foulard. C'est pas parce qu'elle va enlever son foulard qu'elle a arrêté d'être musulmane. Là, t'sais. Puis en passant, il y a des gens qui portent des noms, des prénoms qui permettent aux gens de reconnaître de quelle religion ils sont, ou à tout le moins associés. Là,
Donc, non, je suis d'accord avec toi. Mais moi, au contraire, moi, je te dis pas. En fait, pour moi, toute cette histoire, elle a eu lieu pour une seule raison. C'est que c'est la conception de la laïcité de François Legault. Ouais. C'est que si c'était une laïcité de on est ferme sur l'impartialité et la neutralité de l'État québécois, puis ça s'arrêtait là, c'était parfait. Selon moi, là, c'était parfait. Là où c'est imparfait, toujours selon moi, mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme moi, c'est que sa conception s'en allait au-delà de l'État seulement, s'en aller jusqu'aux aux individus. On va s'entendre, il n'a pas commis une erreur magistrale, Ouais. il n'y a pas mort d'homme ou de femme, mais moi je pense à tout le moins que c'était malhabile et politiquement incohérent. C'était, ouais, au niveau politique, puisqu'on parle politique, là, c'était peut-être inutile de tweeter ça. Absolument. Peut-être qu'il aurait pu s'en passer. Tu sais. Absolument. Mais regarde, juste avant de passer à notre sujet, je vais juste te dire un truc. Le patrimoine québécois, c'est certain qu'il y a une empreinte catholique là-dedans. Et une empreinte catholique dont doivent être fiers tous les Québécois de toute religion ou pas religion. Moi, le premier, je suis toujours très heureux une fois par année d'aller faire un tour à l'Oratoire Saint-Joseph. J'adore ça. Je trouve ça beau. C'est apaisant comme endroit, etc. C'est fantastique. Il y a aucun mal à ça. D'ailleurs, je peux te dire que moi, dès le lendemain de l'Halloween, mon sapin de Noël, il est déjà dans... Je suis pas catholique, je suis même pas chrétien. Ouais. Donc tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème. Je suis le premier à souhaiter joyeux Noël plutôt que de dire joyeuse fête. J'aime pas d'ailleurs que quelqu'un dise joyeuse fête. Moi, je trouve ça tellement beau de dire à quelqu'un joyeux Noël. Ouais. C'est Noël, c'est même chose pour Pâques, etc. Là n'est pas le problème. Moi, je dis encore une fois, c'est une question juste de cohérence politique. C'est juste ça. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, les oppositions qui essayent de faire du capital politique là-dessus, moi, je sais pas c'est quoi qui je sais pas c'est quoi qui vont avoir avec ça, là. Mais il y a des gens qui pensent comme ça et ils les représentent. C'est aussi ça, la démocratie. On va passer à notre prochain sujet. On a déjà fait référence à toute la saga à Ottawa avec l'ingérence chinoise, avec les dons, puis toute cette affaire farfelue. Puis là, tout à coup, on apprend dernièrement que, c'est pas dernièrement, on savait depuis que cette histoire-là est sortie, qu'il y avait des dons qui étaient attribués à la Fondation Trudeau. Et les gens derrière ça, il y avait un motif plus politique, et, un motif plus de rapprochement à Justin Trudeau. Et cette semaine, on apprend que le conseil d'administration, les 8 membres du conseil d'administration et je pense 6 membres des mentors ou je sais pas comment qu'on les appelle, ils ont démissionné tous en bloc. Il y a définitivement quelque chose qui se passe à la Fondation. On va pas commencer à assumer qu'il y a quelque chose là, puis on connaît pas qu'est-ce qui arrive, mais c'est quand même fascinant pour moi quand j'ai lu le communiqué du CA qui disait que, regarde, tu sais, tout à coup, on est venu politiser la Fondation, puis c'est pas aligné avec nos objectifs, puis on préfère démissionner. Puis là, il y a des témoignages d'autres membres du CA, puis des personnes qui ont démissionné, qui ont voulu rester anonymes, qui ont dit, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est que ça fait des mois maintenant, depuis que cette histoire-là est sortie, qu'on demande des clarifications, puis on les a pas. Il paraît que ce chèque de 200 000 $ qui aurait été fait par ce milliardaire chinois, c'est même pas son nom qui est sur son chèque. Donc, à cause de ça, la Fondation n'a pas pu retourner l'argent. Puis, en tout cas, il avait demandé une enquête interne qui a été refusée. Puis, c'est tout le bordel dans la Fondation Trudeau. Aux dernières nouvelles, j'ai appris que finalement, il va y avoir une enquête. Ils vont faire une enquête dans la Fondation pour éclairer toute cette affaire-là. Mais
à la fin, ça reflète de façon négative envers Justin Trudeau parce qu'il y a toujours des points d'interrogation et des questions qui restent sans réponse. Oui, et puis, écoute, c'est quand même triste parce que la Fondation Trudeau est une fondation qui a des objectifs qui sont très sains parce que c'est des bourses pour des étudiants, etc. Puis, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à se coller à cette fondation-là parce qu'ils trouvaient qu'elle fonctionnait très, très bien, puis que ses objectifs étaient très louables, etc. C'est sûr que de la voir, si tu veux, entachée par une sorte de scandale politico-médiatico-diplomatique, là, ça fait beaucoup de choses. En même temps, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon, maintenant, c'est sûr que je ne suis pas sûr que ce soit la Fondation Trudeau qui est politisée, qui se soit politisée elle-même. Je pense que c'est les politiciens qui ont politisé la Fondation Trudeau. Ça revient à une chose, c'est que la réalité, c'est que regarde, je pense qu'on est en train de tourner beaucoup autour du pot. La réalité, c'est qu'au Canada, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une enquête publique sur l'ingérence des puissances étrangères, notamment la Chine, dans nos affaires internes, dans notre démocratie et dans nos institutions démocratiques. Puis l'autre chose, je ne veux pas t'interrompre, mais l'autre chose qu'on doit ajouter là-dessus, c'est que avec toutes ces affaires-là qui viennent sortir de la Fondation Trudeau, il y a encore plus de doutes qui est mis sur le dos, par exemple, de Johnston. Ben oui. Parce que lui, il était conseiller, je pense qu'il était même président de la Fondation, ou en tout cas, il avait un rôle dans la Fondation Trudeau, puis il a été mandaté de faire cet exercice-là. Ben oui, mais il était sur le conseil d'administration au moment où ce don a été fait. Donc, pas juste lui, même l'autre individu qui a fait le premier rapport suite à l'élection de 2019. Ouais. J'oublie son nom, là. Oui, mais alors, c'est exactement là le problème, et tu fais bien de le soulever, parce que quand tu es administrateur, d'une certaine manière, tu es un peu responsable de ce qui se fait durant le moment où tu es, en tout cas, tu es co-responsable de ce qui se fait pendant ton temps à titre d'administrateur. Là, ce don-là a été reçu à un moment où l'ancien gouverneur général Johnston était sur le conseil d'administration. Et là, en ce moment, il est rapporteur spécial qui doit faire un rapport pour savoir si oui ou non ça prend une enquête publique sur l'ingérence de la Chine. Puis, il y a cette histoire de ce chèque-là qui a été donné pendant qu'il était administrateur. Ouais, lui, apparemment, tout le monde est unanime sur le fait que c'est quelqu'un d'une extrême intégrité, etc. Personne ne doute de son intégrité. Par contre... Non, mais il y a clairement un conflit d'intérêt quelque part. En tout cas, l'apparence de conflit d'intérêt est là, absolument. C'est difficile. C'est criant. Puis, c'est difficile de ne pas donner raison aux oppositions qui crient pour une enquête publique et que de plus en plus, ils n'ont pas la confiance à ces individus-là que Justin Trudeau continue à nommer, qui proviennent de sa propre fondation. Oui. Et qui font des exercices de recherche ou d'enquête ou quoi que ce soit dans des activités que cette même fondation-là a été assujettie. Donc, je sais pas, c'est un peu étrange toute cette histoire-là. Oui, je me permets juste de faire une petite nuance. J'imagine que c'est juste par abus de langage. C'est pas la fondation de Trudeau. C'est pas Justin Trudeau, c'est son père, Pierre Elliott. En fait, c'est la fondation qui porte le nom de son père. Donc, il y a quand même une... Elle a été créée après le décès. Après son décès. Puis à l'époque, je pense que c'était dans le gouvernement Jean Chrétien. Puis Jean Chrétien ou Paul Martin, mais enfin bref, l'un ou l'autre, on parle... Au début des années 2000, exactement. Donc je pense que ça devrait être Chrétien. Chrétien était là jusqu'en 2003, donc effectivement, ça devait être Chrétien. Mais à l'époque, Martin était ministre des Finances, puis c'est 100 millions de dollars. Écoute, il n'y en a pas beaucoup des fondations qui
qui commence à 100 millions de... Imagine, là, toi et moi, on lance une fondation, là, mais le gouvernement fédéral, il nous dit, OK, bon, ben, vous êtes bien cute. Vous allez recevoir 100 millions pour démarrer votre fondation. C'est quand même pas mal. Bon, regarde, je fais des blagues, mais ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y a eu aussi énormément d'argent public là-dedans. Donc, c'est aussi tout à fait normal que le gouvernement veuille mettre son nez là-dedans pour s'assurer que les choses ont été bien gérées. Mais cela dit, même si ce n'est pas la fondation de Justin Trudeau, mais qui porte seulement le nom de son père, lui, il a dit « j'ai rien à voir avec tout ça ». Et je suis d'accord, il n'y a rien à voir avec tout ça, mais il reste que, ce matin, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est plate de ramener ça à des histoires de famille, mais à ce niveau-là de politique, malheureusement, tu peux pas passer à côté. Mais tu sais, son frère, il siège toujours. Il siège toujours. Il est membre. Il est membre. Et donc c'est sûr que, regarde, mets tout ça sur la table en termes de perception. Mais même Justin Trudeau est impliqué jusqu'à ce qu'il soit élu le leader du parti. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu sais... Donc, jusqu'en 2013. Ouais, c'est ça. Donc, alors, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que, regarde, rendu à ce niveau-là de mauvaise perception, juste, on n'a pas besoin de poursuivre le supplice de la goutte. Là. Lance-là cette commission d'enquête publique, là, ou cette enquête publique, je ne sais pas trop comment elle s'articule précisément. On n'a qu'à la lancer, on en a besoin. Elle va avoir lieu. C'est sûr qu'elle va avoir lieu. Rendu là, à ce niveau-ci de pression, elle va avoir lieu. Le problème, c'est que plus tu tarde à la mettre en place, plus tu laisses la possibilité aux observateurs, aux commentateurs, aux gérants d'estrade comme toi et moi de se dire « il y a quelque chose de fiché là-dedans ». Mais c'est parce que quand tu regardes quoi que ce soit qui relève des conflits d'intérêts ou de l'apparence de conflits d'intérêts, les gens qui pourraient avoir une association, normalement, se retirent. Comprends? On le voit souvent dans des conseils de ministres ou whatever. Et là, je veux revenir à Johnston. Oui. Comment est-ce que ce gars-là va pouvoir faire son travail? Moi, je ne comprends pas. Mais en fait, George, la réalité, c'est que est-ce qu'il peut le faire et bien le faire? En théorie, oui. Mm-hmm. Mais ça reste en théorie. En pratique, c'est que il est, d'une certaine manière, jugé parti parce que il a été une partie prenante en étant sur le conseil d'administration de la fondation au moment où elle a reçu le chèque. Mm-hmm. Puis c'est lui qui est le rapporteur spécial qui va être en mesure de dire ça prend une enquête publique ou non. Ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche. Alors, donc, admettons qu'ils disent oui, ça prend une enquête publique. OK, là, on va se dire, finalement, il a été bien correct. Mais si, pour une raison quelconque, il devait dire, non, ça prend pas une enquête publique, tout le monde va dire, ah, OK, c'est parce que there's something fishy, excuse-moi. Là. Ils vont tous assumer... on va tous dire, mais en tout cas, les gens vont penser, vont croire, le public va croire, les médias, les observateurs vont se dire, OK, il a fait ça parce qu'il a envie de protéger la fondation... ou les gens qui étaient sur le conseil d'administration, ou peu importe, là, ou peut-être le premier ministre lui-même. Tout le monde va commencer à spéculer. En démocratie, la spéculation, c'est extrêmement mauvais parce qu'on fait perdre la confiance du public envers les institutions. Une fois que tu as perdu ça, là, ta démocratie commence à s'effriter. Ouais. Passons à l'autre thème qu'on veut discuter. Encore là, est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, je sais pas. Mais on voit dernièrement tout un débat autour des drag queens au Québec. On sait très bien que c'est un spillover des États-Unis. Il y a tout un débat là-bas. Puis, veut pas, on est à côté. Nos cultures sont un peu similaires. C'est rendu au Canada. Donc, le débat est ouvert ici. Il y a eu une motion qui a été... adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec, protégeant évidemment les drag queens. Puis c'est bien correct. La question qu'on veut discuter en ce moment, c'est est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, politiquement parlant,
c'est une bonne chose que Éric Duhem, un chef d'un parti politique, lance une pétition pour éliminer toutes ces journées de contes avec des drag queens pour protéger nos enfants. Est-ce que c'est du capital politique? Est-ce que le gars, il sent qu'il disparaît un petit peu dans le décor puis il doit quelque part réapparaître? Moi, personnellement, je trouve que les élus, regarde, les vrais élus là, qui sont dans le Parlement, Éric Duhem, malheureusement, il n'en fait pas partie, ils ont voté, ils ont adopté une motion unanimement. C'est fini, ça finit là. Je vois pas comment et pourquoi Éric Duhem cherche de l'attention pour une pétition. Je vois pas le but de ça. Mais George, lui, il s'en fout du sujet. Honnêtement, il s'en fout complètement du sujet. Il veut de l'attention parce qu'il n'existe pas politiquement. C'est sûr que les attentes étaient élevées en ce qui le concerne, lui, parce que, écoute, il est parti d'un parti qui était quasiment mort à un parti qui a probablement le plus de membres aujourd'hui de tous les autres partis. Il a quand même récolté un score pas si mal quand il pense. Très impressionnant. Ben, impressionnant, parce que je pense qu'on parle de 12,5-13% des électeurs aux dernières élections qui ont voté pour son parti, pour lui, son parti. Mais bon, il est arrivé à faire élire aucun député, 0 député. Donc, il n'a pas accès à l'Assemblée nationale, il n'a pas accès au foyer. On a ce qu'on appelle le foyer de l'Assemblée nationale. C'est en bas des escaliers, là, tu connais le bâtiment, où il pouvait faire des points de presse, etc. Il n'a pas accès au hot room, etc. Il n'a pas accès aux journalistes. Il n'a pas un bureau non plus. Il n'a pas de bureau, il n'a pas accès aux journalistes de la tribune parlementaire qui sont là-bas sur place, etc. Donc, la visibilité, il n'en a pas. Et il cherche à en avoir. Il cherche à en avoir à tout prix. Alors là, évidemment, comme tous les populistes, et les populistes de droite comme lui, c'est certain que il surfe un peu sur certaines vagues, sur des incompréhensions, sur de la colère, sur des choses avec lesquelles... Enfin, en tout cas, en fait, ils vont chercher du monde qu'ils considèrent être pas représenté ou mal représenté. Alors, c'est sûr que, l'histoire des drag queens dans les écoles ou dans les bibliothèques, etc., il y a une partie de la population qui est contre ou ne voit pas l'intérêt ou n'aime pas. Regarde. Donc, lui, il en profite parce qu'il se dit, il y a du monde qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais le pourcentage doit être tellement négligeable que cette pétition-là sert à quoi exactement? Est-ce que ça sert à plaire à ses membres exclusivement? C'est là que je vois pas le point. Il sert à ce qu'on est en train de faire, toi et moi, en ce moment. On n'aurait jamais parlé de lui s'il n'avait pas parlé de ça. Le sujet en tant que tel, il est complètement inutile. Je peux même pas croire que des médias, mais heureusement que c'était un Slow News Week, et donc c'est pour ça que il a fait parler de lui, mais sinon, là, honnêtement, là, c'est même pas un sujet. Puis d'ailleurs, tu dis que c'est négligeable. Honnêtement, je ne sais pas si c'est négligeable ou non, mais chose certaine, c'est qu'il a mis en place une pétition. Je ne sais pas si on va avoir des chiffres ou si les chiffres vont être publics de sa pétition, parce que c'est pas une pétition à l'Assemblée nationale, il n'est pas un élu. C'est sur son site privé qu'il l'a lancé. Mais si elle avait été publique réellement, on aurait peut-être vu qu'il n'y avait pas tant que ça de signataires. Mais un dernier élément, par exemple, que moi j'aurais à dire là-dessus, c'est que, puis là, loin de moi là, de me rapprocher de quelque manière que ce soit de la position d'Éric Duhem, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a un truc, c'est que on ne peut pas reprocher, tu sais, il y a des gens là, dans la vie là, on peut aimer des choses, pas aimer des choses. Ça ne fait pas de nous des gens tolérants ou intolérants parce qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui, regarde, ils préfèrent les clowns aux drag queens. Il y a d'autres qui préfèrent les drag queens aux clowns. Il y a des gens qui veulent ni l'un ni l'autre. Je veux dire, il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes quasiment. Moi, la seule chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser les gens qui disent « Bon, nous, on trouve que ça ne devrait pas aller à l'école, ça, etc. »
je pense pas que ce soit nécessairement un gros problème que ce soit à l'école. Mais il faut pas diaboliser ceux qui pensent que ça passe sa place à l'école. De la même manière qu'il y a des gens qui disent que certaines autres affaires n'ont pas leur place à l'école. Je sais pas, là, des sujets, des... Oui, l'éducation sexuelle. Ou whatever. Non, mais je veux dire, on est en démocratie. Les gens peuvent encore avoir une opinion, l'exprimer sans qu'on les condamne. Puis moi, c'est la seule chose que j'ai à dire. Cela dit... Bon, j'ai trouvé de la part d'Éric Duhem que c'était un peu plate de se servir de ça pour se faire de la pub. C'est un étrange tremplin qu'il a choisi, là, mais même du côté stratégique, ça, c'est un gars qui, j'aime croire, a des aspirations de rester en politique, puis éventuellement de se rendre au Parlement, peut-être même avec une équipe de députés. Okay? Tu trouves pas que c'est quelque chose qui peut venir le hanter dans le futur si jamais il se rend au Parlement ou, disons, qu'il devient premier ministre, par exemple. On parle vraiment hypothétiquement. Là, c'est pas quelque chose qui peut venir kick him in the ass, comme on dit? Ben, écoute, je vais te dire un truc. La grande force des polémistes et des populistes, d'une manière générale, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais très souvent, c'est des polémistes de droite, c'est qu'ils assument absolument tout ce qu'ils disent en tout temps. Et puis d'ailleurs, le fait qu'ils l'assument, ça fait en sorte que ça ne leur colle pas à la peau. Regarde, je veux pas dire que d'Éric Duhem que c'est Trump nécessairement, là, mais on s'entend qu'il y a un courant populiste là-dedans. Là. Trump, avec tout ce qu'il a dit, le fait qu'il l'assume de manière complètement décomplexée, etc., ça lui colle pas à la peau. Ça aurait été n'importe quel autre politicien qui aurait dit le 8e ou le 1000e de ce que Trump a dit, c'est fini. Mais les populistes et les polémistes, leur force, c'est qu'ils peuvent dire des bêtises, des âneries, puis les garder et puis de les assumer comme si de rien n'était. Puis on va juste se dire, ouais, ben, c'est sa position. Intéressant. Passons au dernier sujet. Ce week-end, le Parti libéral va... je ne sais pas s'il va fêter, mais il va souligner le 20e anniversaire depuis que Jean Charest est devenu premier ministre. En 2003. En 2003. Alors très, très précisément, le 14 avril 2003. Okay. Donc, presque jour pour jour. On est presque jour pour jour. Ça va faire 20 ans en fait, c'est le 20e anniversaire de la première élection de Jean Charest à titre de premier ministre du Québec. Écoute... à l'époque, là, c'était un gros événement. C'était la première fois... En fait, c'était le retour des fédéralistes au pouvoir après un référendum qui avait été déchirant au sein de la société québécoise. Et aussi un mandat post-référendaire du Parti québécois qui n'avait pas été de tout repos. Et donc, ça avait été tout un événement à l'époque. Et oui, demain, ça va faire 20 ans. Moi, je me rappelle parce que le passage de Jean Charest du fédéral au Québec n'a pas été un passage qui était très plaisant non plus. T'sais, on parlait, il y avait toujours cette étiquette d'un conservateur, puis on s'entend qu'au Québec... Je ne sais pas évidemment les chiffres, là, mais j'imagine que la plupart des libéraux provinciaux étaient plus associés au Parti libéral, au fédéral. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus aussi qui disaient qu'il y avait un peu de malaise au niveau des membres du Parti libéral du Québec. Moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai commencé en 2007. Puis évidemment, j'avais pas beaucoup d'expérience, puis on faisait des événements. Puis, il y avait même en 2007, donc 4 ans plus tard, ou plus, parce qu'il est venu en 98, sa première élection, qui a perdu. Mais il avait gagné le vote populaire. Oui. Donc, même depuis 1998,
en 2007, il y avait toujours des personnes qui me disaient « Ouais, mais Georges, le gars, c'est un conservateur. » Tu sais? Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps à décoller des gens. Là, tu sais. Une fois qu'ils ont appris à le connaître, je pense que tu sais, les choses ont changé, mais ça a pris un peu de temps pour que tu sais, la locomotive commence. Ben, moi, j'ai envie de te dire, tu sais, bon, d'abord, c'est une question, j'ai envie de dire, quasiment de culture politique. Ouais. Alors, le Parti libéral du Québec n'est affilié à aucun parti au niveau fédéral. C'est vrai. Ni avec les libéraux, ni les conservateurs, ni les démocrates, ni les néo-démocrates, et encore moins les bloquistes. Yeah. Donc ça c'est une chose qui est certaine. Être libéral au niveau provincial au Québec a une signification, ou a toujours eu, j'ai envie de dire, une signification plutôt différente de celle d'être libéral au niveau fédéral. Ben, je vais te donner juste un exemple qui est l'un des exemples les plus marquants pour moi. C'est ben, dans le fond, la conception un peu du fédéralisme. On a ici deux types de fédéralistes. Les gens du Parti libéral du Québec, qui sont d'une manière générale plus autonomistes, le respect des provinces, et d'une certaine manière ont une lecture conservatrice de l'histoire du pays, parce que le pays a été... C'est-à-dire... Le pays a été construit par les provinces. C'est pas le gouvernement fédéral qui a décidé un jour de créer des provinces. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, oui, alors il y a un certain conservatisme là, etc. À l'inverse, le Parti libéral du Canada, c'est un parti libéral au niveau fédéral qui est très centralisateur, un parti qui a tendance généralement à vouloir ramener les pouvoirs à Ottawa, etc. D'ailleurs, on le reproche même aujourd'hui au gouvernement actuel, au niveau québécois. Et donc, tu vois, comme quoi c'est des cultures politiques qui, à la base, sont très différentes. Mais c'est vrai que lorsque Jean Charest est arrivé en 98, il y avait peut-être 60-70% des gens qui votaient libéral au fédéral. Mais en passant, ben, c'est tout simplement parce que aussi le Parti libéral fédéral à l'époque était très fort, a remporté 3 élections d'affilée avec Jean Chrétien. Avec Jean Chrétien, même une 4e si on compte le minoritaire de Paul Martin par la suite. Alors que le Parti conservateur, ben, c'était un parti qui était un peu... Mais il était divisé. Ben, il était très divisé. Mais d'abord, je rappelle qu'il est passé de la plus large majorité de l'histoire du Canada en 84, et quand il a perdu, Mulroney, ben, en tout cas, c'était plus Mulroney, mais en tout cas, le parti de Mulroney avait perdu en 93, il n'y avait plus que 2 députés conservateurs. On est passé de la plus large majorité à 2 députés. Puis Jean Charest, qui en était devenu le chef à ce moment-là, avait sillonné le pays pour reconstruire ce parti-là. Et aux élections de 97, il a fait élire 20 députés. Donc, il est passé de 2 à 20, ce qui est déjà un exploit, parce que c'est 10 fois plus que ce qu'il avait. Ça, c'était en 97, les élections fédérales 97. Mais avant les élections de fédérales 97, quand il était chef du Parti progressiste conservateur, il s'est fait énormément connaître, Jean Charest, parce qu'il était... Le référendum. Ben oui, au référendum. Il était, je pense, vice-président du camp du non. Et évidemment, bon, ben, il a l'éloquence, le charisme, la bête politique, le tribun qu'on connaît, là, le gars qui offre des discours absolument exceptionnels. Donc, il s'était fait connaître. Et puis, il faut se souvenir que le Parti libéral du Québec, à l'époque, c'était la maison des fédéralistes. En fait, c'était quand tu devenais chef du Parti libéral du Québec, tu devenais chef des forces fédéralistes au Québec. Ouais. C'était une coalition de fédéralistes. Ah oui. Et Jean Charest est arrivé comme chef d'une coalition de fédéralistes. Alors oui, bien sûr, dans un parti politique, quand Jean Charest est arrivé, il y a certains qui le voyaient comme un conservateur, mais pas nécessairement dans le sens qu'il est opposé à ce qu'est le PLQ, parce qu'en réalité, au contraire, moi je pense que l'une des raisons pour laquelle le PLQ l'a adopté et l'adore, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens au PLQ l'adorent, c'est parce que justement, il était en symbiose avec ce parti-là, avec ses valeurs, etc. Mais ceux qui peut-être aimaient un peu moins son approche dite conservatrice,
c'est ceux qui, peut-être, d'une certaine manière, étaient peut-être un peu plus à gauche sur les questions économiques. Pour Jean Charest, le ménage dans les finances publiques, c'était très important. Il a commencé un travail que Philippe Couillard a fini par la suite, qui a permis à François Legault d'avoir 8 milliards de dollars de surplus quand il est arrivé au pouvoir. Il a mis en place le Fonds des générations pour ne pas endetter les générations futures. Alors oui, bien sûr, tu peux pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'il y avait des gens de tendance un peu plus à gauche qui ont peut-être dû trouver ça un peu difficile à son arrivée, mais il reste minoritaire. Excuse-moi, j'ai fait un long laïus, là, c'est bien. C'est sûr que, et je suis d'accord avec toi, il y a encore beaucoup de fans au Parti libéral du Québec qui aiment Jean Charest. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a mentionné peut-être au premier épisode ou je ne sais pas trop quand, là, mais moi, je pense que la crise actuelle que vit le Parti libéral du Québec n'a pas commencé en 2018 ou même après ces élections de 2022. Moi, je pense que la crise a commencé avec le départ de Jean Charest. Il y a eu beaucoup de misère à trouver quelqu'un, un leader comme Jean Charest, qui avait cette capacité d'unir caucus, membres, militants, bénévoles, sous un parapluie. Et je pense que il y avait une déconnexion qui a commencé avec son départ. Moi, je suis convaincu de ça. Puis, je pense que toujours, il y a cette misère-là au Parti libéral du Québec parce qu'on ne sait pas comment rejoindre tous ces bouts-là. Oui, absolument. Mais en fait, Jean Charest, qui est probablement l'un des meilleurs politiciens de sa génération, puis franchement, je pense qu'on va mettre très longtemps à avoir un autre politicien de cette envergure-là. On l'espère, on espère en avoir d'autres, là, mais ça a été un très grand politicien et l'une de ses forces, et tu l'as très bien expliqué, c'est que, en fait, d'abord, c'était un chef de parti. Puis ça, c'est extrêmement important lorsque tu as envie de devenir un premier ministre. Il faut que tu sois chef de parti. Il faut que les gens de ton parti te suivent. Il faut que les gens de ton parti aient confiance en toi. Il faut que les gens de ton parti arrivent à voir le chemin que tu leur traces vers la victoire et cette vision de la société que tu as envie de façonner une fois que tu arrives au pouvoir. Puis lui, quand il est arrivé en 98, tu as raison, ça n'a pas été facile sur le champ. La greffe a dû mettre un peu de temps. Il a dû s'entourer avec des gens d'expérience qui l'ont aidé à adopter et se faire adopter par ce parti-là, parce que c'était le parti de Bourassa lorsqu'il est arrivé. Tu sais, dans la tête des gens, le PLQ, c'était le parti de Bourassa, même si Johnson était là, mais c'était le parti de Bourassa. Et ça a mis plusieurs années avant que le PLQ devienne finalement le parti de Charest. Mais les 5 ans qu'il a passé dans l'opposition, d'abord, ça avait bien commencé parce qu'il a fait l'élection de 98 où, tu l'as dit tantôt, a eu le vote populaire, ce qui était très significatif après le référendum de gagner le vote populaire. Ça voulait dire, parce que c'était quasiment une élection référendaire, ça. Ouais. Donc, en remportant la majorité des voix, il a empêché Lucien Bouchard de déclencher un autre référendum dans le mandat qui a suivi. Et pendant toute cette période-là, il a dû apprendre à apprivoiser ce parti, à s'en imprégner, à y mettre sa touche, bien sûr, parce que c'est toujours très important. Les partis évoluent aussi en fonction de la touche que leur apporte leur chef. Et oui, ça lui a permis de faire un très beau recrutement. Et hommes comme femmes d'ailleurs, et de gagner les élections de 2003. Et ce que les gens oublient beaucoup, c'est que en 2003, lorsqu'il a gagné, il y avait peu de personnes qui, quelques mois plus tôt, pensaient que le PLQ de Jean Charest allait gagner. Parce que il y avait eu, je pense, 3 ou 4 partiels qui avaient été remportés par l'ADQ à l'époque. L'ADQ qui était en haut des sondages. Elle était dans une belle montée, là, ouais. Mais c'est-à-dire que, honnêtement, là, je pense que s'il n'y avait pas eu de changement, puis de travail de fond et de terrain et de tournée dans les régions, etc., de Jean Charest et son équipe libérale,
libéral provincial, bien sûr, je pense que Mario Dumont aurait été premier ministre en 2003. Là. Mais d'ailleurs, il était Mario Dumont est venu beaucoup plus près en 2007. Absolument. D'ailleurs, Mario Dumont est venu quelque part en 2007, puis d'une certaine manière, sans rien enlever à M. Legault, qui est premier ministre de l'Action... pas de l'Action démocratique, mais de la CAQ, mais la CAQ qui a avalé l'ADQ. Mais c'est la transition de l'ADQ. Exactement. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose de décalé. Hein. C'est-à-dire que Mario Dumont est arrivé 15 ans plus tard, mais sous le nom de François Legault. Ouais. On va mettre un point là-dessus. Est-ce qu'il y avait autre chose? Toi, tu seras là ce week-end? Oui, je serai là, bien sûr. Moi, je ne serai pas là. Je vais fêter Pâques. Oui, tu as raison. Mais tu as raison. On va mettre un point. On a un épisode très spécial qui s'en vient. Donc, cette semaine, on va avoir 2 épisodes. Donc, ça va être spécial pour tout le monde qui nous écoute. Donc, restez à l'écoute. Ça va être un épisode très intéressant. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus. Allez vous abonner sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, sur les plateformes audio aussi. On apprécie vraiment tout votre appui, vos messages. Continuez à nous envoyer ça et à nous supporter. That's it? Is that it? Ben oui. OK. Donc, ciao tout le monde. On vous voit très, très, très bientôt. Il y aura 2 épisodes cette semaine. Donc, on est très contents pour ça. Puis, on vous voit au prochain épisode. Ciao! Au plaisir.